Bienvenue sur Plus fort à deux, on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche beaucoup plus de couples qu'on ne le pense, c'est la peur d'être rejeté. Quand on vit une maladie chronique, cette peur peut prendre encore plus de place puisque la plupart du temps, on n'est plus comme avant et souvent on se demande si l'autre peut encore nous aimer tels que nous sommes aujourd'hui. Dans cet épisode, on va d'abord vous parler de la blessure de rejet, telle qu'elle est décrite en développement personnel. Puis on va voir comment elle se rejoue aussi très concrètement dans le couple, qui plus est quand la maladie s'invite dans la relation. On vous souhaite une bonne écoute. Lise Bourbeau a mis des mots sur ce qui avait été déjà évoqué par pas mal de philosophes, de psychanalystes avant. Et vraiment, ces 5 blessures-là nous ont énormément aidés à mettre le doigt sur certaines tensions, certains sentiments qui pouvaient perdurer ou en tout cas qui pouvaient nous poser problème dans la relation de couple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de prendre un peu ce côté-là. Donc comme d'habitude, on fera toujours le parallèle avec notre vécu. Il y aura une partie un peu plus théorique pour vous expliquer ce que représente cette blessure de rejet. Et puis effectivement, toujours comme d'habitude, une partie pratique dans notre vécu, dans ce que ça a fait pour nous et comment est-ce qu'on a pu améliorer notre communication, grâce à cette grille de lecture. Pour moi, avant la communication, c'est une vraie grille de lecture, de compréhension de soi. C'est vrai que ça fait partie des quelques lectures, alors déjà que j'ai faites, qui sont pas nombreuses, mais la compréhension de notre fonctionnement, on va dire, intérieur, un peu plus profond, un peu plus inconscient, c'est quelque chose qui met en relief beaucoup de nos fonctionnements, de nos systèmes de défense et donc ça permet de mieux appréhender les situations qui nous mettent en général en difficulté. Bah oui, cette blessure-là, particulièrement, alors juste pour rappel, hein, il y a 5 blessures. Tu fais tes révisions? La blessure de rejet, Ouais. la blessure d'abandon, Mmh. la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, Perfect. 5/5. Aujourd'hui, on va passer plus de temps sur la blessure de rejet parce que c'est notre fil rouge personnel. Peut-être aussi parce que c'est une des blessures qui, se joue le plus lorsque la maladie intervient dans le couple et dans toutes les difficultés que le couple peut rencontrer, face à ça. Bah oui, c'est assez hallucinant de voir à quel point cette blessure-là va comme, biaiser notre regard et pas que notre regard d'ailleurs, va comme, mettre des lunettes, mais aussi nous faire entendre certaines choses, qui ne sont pas dites la plupart du temps. L'autre en face ne dit pas, «Je ne t'aime plus comme avant» ou «Tu as changé», mais par contre bizarrement, c'est souvent ce qu'on va entendre. Alors cette blessure de rejet, comme elle est, définie par, Lise Bourbeau, il faut comprendre que ça arrive effectivement de manière vraiment inconsciente et souvent c'est une sensation ressentie par le jeune enfant. On peut avoir cette blessure-là sans qu'il y ait eu de rejet, franc, énoncé, factuel. C'est vraiment la manière dont le nourrisson vit cette relation-là, dans son développement, psycho-émotionnel. On peut prendre pour exemple, mère qui accouche par césarienne et qui donc ne peut pas se lever, ne peut pas prendre son bébé dans les bras, ne peut pas, passer du temps avec son bébé et si l'enfant, le nouveau-né n'est pas correctement accompagné, lui, il va ressentir ce vide-là, qui n'est pas un vide volontaire par la mère, hein et la rupture de lien sera perçue comme un sentiment de rejet. Tu sais, c'est un petit peu aussi comme cette situation de l'enfant non désiré, c'est pas enfin, quand on dit non désiré, c'est à l'instant où il a été, conçu, Bien il était sûr. pas forcément, désiré, même si le fait d'apprendre son arrivée, les parents peuvent plus ou moins l'assumer à ce Mmh, moment-là. ça peut bouleverser un peu, et Mais puis voilà, il y a une forme de rejet inconscient, involontaire qui se crée. C'est très subtil, c'est pas, voilà, comme on dit, un manque d'attention ou voilà, mais ça peut être perçu comme, à ce moment-là, pour le fœtus, une sensation de pas avoir sa place, de déranger un ouais, c'est équilibre ça. qui était en place. Et donc avec le temps, cette blessure, elle crée une peur, la peur d'être, en trop, la peur de pas mériter sa place, de pas mériter l'amour de ses parents, voilà et donc on va l'emmener avec nous, on va grandir en fait, petit à petit avec cette peur, avec ce besoin de se rassurer et va en découler une forme de tempérament et de caractère.
Oui, c'est ça, on va mettre en place ce qu'on appelle des masques adaptatifs, justement pour essayer de contrer, puisque ce sont des sensations qui sont désagréables, et pour éviter de se sentir de trop, rejeté et compagnie, on va mettre en place certains masques. Chaque blessure a un masque en particulier, et le masque de celui ou celle qui porte la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant, qui fait que la plupart du temps, on va avoir une personne qui ne va pas confronter vraiment, qui ne va pas aller au bout des choses. C'est une personne qui va un petit peu, mettre de la distance, va plutôt, fuir le rapport à l'autre que, de s'investir dans une relation très fortement. Oui, c'est celui qui va avoir tendance à se retirer avant Mmh, pour éviter un rejet. Ne pas voilà. s'investir dans une relation, ça peut se caractériser de plein de manières, mais effectivement, la crainte derrière un engagement, ça va être le rejet. C'est Donc, exactement ça, oui. C'est le fait d'anticiper un éventuel rejet et donc de se retirer avant ou de ne pas suffisamment s'investir dans une relation pour ne pas être déçu si rejet il y a. Les différentes stratégies, on peut les observer même dans le quotidien ou dans une équipe ou au travail. Ça se voit assez vite parce qu'il y a la personne qui se fait toute petite, qui ne parle pas ou qui parle avec un tout petit filet de voix qu'on entend très, très peu. Dans la posture, souvent, la personne va être physiquement assez fine, assez longiligne, un peu, a tendance à «disparaître» entre guillemets. Voilà, faire le moins de bruit possible, comme si on se dit: «Bah, tiens, moi, on n'a pas voulu de moi» ou «Il y avait pas de place pour moi, quitte à être là maintenant». Il faut justifier les heures. Il faut être parfait et irréprochable parce que déjà qu'on te fait la grâce d'être là, faut peut-être pas trop la ramener. Les profils à burn-out, c'est très souvent un profil de rejet parce qu'on peut aller loin contre soi-même, pour répondre à cette croyance-là. ça, c'est assez visible dans les dynamiques d'équipe aussi. Alors, nous, Mmh. on vient du sport, on a connu ça effectivement, mais dans n'importe quelle dynamique familiale, dynamique professionnelle, dès qu'il y a un groupe, on voit ceux qui ont tendance à s'effacer, ceux qui ont tendance à se mettre en avant, qui correspondent à d'autres types de blessures et de masques. Et voilà, celui qu'on n'entend pas souvent, celui qui reste plutôt en retrait, ça va être effectivement quelqu'un qui va être dans ce profil-là. Alors plus ou moins exacerbé, puis c'est pas une pathologie, ça c'est un état. Et puis c'est toujours contrebalancé aussi par d'autres blessures, donc en fonction de la cartographie de la personne, ça sera plus ou moins marqué en fonction de aussi si elle a bossé, cette blessure-là, ça va s'estomper évidemment, mais on va dire que la blessure pure et dure, brute comme ça, et ben, elle va créer ces manifestations-là. Oui, puis du coup, ce qui est intéressant et important d'aborder, c'est le fait que, on n'est pas une blessure. On est un mélange de ces 5 blessures. A priori, Lise Bourbeau dit qu'on expérimente toutes ces Toutes les blessures blessures, on les à porte toutes en nous, voilà, à différents niveaux et que du coup, certaines vont avoir une part plus importante que d'autres et donc vont davantage définir notre tempérament, nos actions. c'est Mais ça. donc on est un mélange de toutes ces On est un mix de tout et faut pas croire qu'il y a une personne qui peut échapper à ça. Tout le monde porte ces blessures-là. C'est inévitable. et c'est ce qui est important aussi lorsque l'on lit le livre, c'est de ne pas, se dire: «Ah bah non, là je suis un petit peu ça, mais pas ça, donc du coup c'est pas moi» ou «Ça définit pas complètement ce que je suis». Parce Oui. qu'on est bien plus complexe que, 5 blessures. Pour revenir au lien avec la maladie et la maladie chronique, on va aborder la blessure de rejet pour la personne, malade et la blessure de rejet, du point de vue de son compagnon ou de sa compagne de vie. Oui, puisque effectivement cette blessure, elle, bah, elle va nous suivre tout au long de la vie, même à l'âge adulte et dans toutes nos relations, qui plus est les relations les plus importantes. Donc dans la relation de couple, déjà, le rejet, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Mmh. C'est s'il y a bien un endroit où on se rassure, c'est le couple. La blessure de rejet, elle s'immisce souvent dans les problématiques de couple et donc là, la maladie, elle vient secouer tout ça. Déjà, cette blessure donne, une sorte d'hyperexigence. La personne qui porte la maladie va refuser de se laisser abattre, refuser d'avouer, d'abdiquer, refuser de voir quelles sont ses limites parce que c'est toujours sous-jacent. Si je suis faible,
on ne m'aimera plus ou je vais être rejetée, si je suis malade ou si en gros, surtout si je ne sers plus à rien. Il y a vraiment une question d'utilité dans la blessure de rejet. C'est très compliqué de se dire: «Je suis juste là et je suis simplement aimée pour qui je suis». Ça sera vraiment plus, je suis voilà, on m'aime parce que je suis, bon sportif, bonne cuisinière, bon bricoleur, bon mais comme si effectivement, fallait être utile avant tout et donc quand une maladie vient immobiliser, neutraliser cette utilité-là, bah, ça fait naître des peurs et en même temps, l'hyperexigence fait qu'on a du mal à le lâcher, donc on se fait souvent plus mal encore qu'il ne le faut. Quel Mmh. que soit l'enjeu, on anticipe des difficultés, des problématiques qui ne se poseront pas. Par crainte, par peur, effectivement, on envisage tous les scénarios, A, petit b, petit c, voilà. Et puis en fait, au final, il y a rien de tout ça qui se passe. C'est souvent beaucoup plus simple que tous les scénarios qu'on s'était fait, Ah ouais. mais ça reste un mode de fonctionnement. La personne qui porte la blessure de rejet va toujours faire attention à son esthétique, la plupart du temps. Tout ça aussi pour neutraliser la peur d'être rejetée si elle ne plaît pas. Donc c'est quelqu'un qui va porter un soin particulier à son esthétique, à la façon dont elle présente et quand la maladie arrive, bon, bah, des fois on ne peut pas, on est fatigué, on n'arrive pas, on n'a pas cette énergie-là et vient assez rapidement la peur, de ne pas être, désirable. L'impression aussi de devenir un poids parce que on a évoqué ce sujet-là, mais faut parfois demander et demander de l'aide. Ça veut dire déranger son ou sa partenaire ou les enfants, c'est déranger quelqu'un pour avouer une sorte de faiblesse. Donc ça, c'est je crois que c'est le pire. C'est en tout cas pour moi, c'est la chose la plus compliquée à faire jusqu'à maintenant. Je suis pas sûre, enfin, ça a dû arriver dans de très rares cas, mais appeler un ami, une amie pour dire: «Beh, écoute, là, je peux vraiment pas, est-ce que tu peux?» C'est un truc, que je n'ai jamais fait. Mais c'est pas du tout une fierté, en fait, c'est simplement que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire parce que c'est dans le même temps reconnaître son état. Oui, et puis souvent les chiens font pas des chats, donc fréquemment on arrive dans une famille où, lorsqu'on parle de la blessure de rejet, le rejet a été vécu un peu par tout le monde et donc effectivement on reproduit des schémas. Oui, oui, effectivement, il y a aussi ces croyances-là, qui nous ont été léguées en plus de ça, de: «Bah, non, on se fait seul, on demande rien à personne» et quand ça vient dessus, évidemment, on a le temps de s'abîmer bien, bien fort avant de déprogrammer ce truc-là, hein. Et d'ailleurs viennent avec 2 points essentiels, la peur de décevoir et la peur de perdre l'appartenance. Parce que c'est ça, après tout, la personne qui a la blessure de rejet, elle est prête à dealer à peu près tout ce qu'il est possible de dealer pour conserver une appartenance et quitte à ne pas faire ce qu'elle a envie de faire, c'est pas très grave. Elle va prendre une place inconfortable à condition de garder l'amour de ses proches, à condition de garder cette place-là et encore une fois, la maladie va rebattre les cartes puisque l'énergie qu'on pouvait déployer pour faire ce genre de choses-là, bah, va devoir être réattribuée et de ce fait, et ben, on est obligé de juste, composer avec la réalité, on a peur de ne plus être légitime à notre place, quoi. En ce qui me concerne, moi, dans effectivement, dans mon vécu, et particulièrement au début, il y a effectivement, toujours eu cette peur que tu restes par obligation. J'ai souvent peur que tu restes pour de mauvaises raisons. Donc effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose, sur lequel aussi tu as su régulièrement me rassurer. Mais chaque fois qu'il y a eu un coup en plus qui s'est rajouté, une pathologie, un truc, un symptôme, ou une opération et chaque fois je me dis: «Bon, ben, on a encore passé un cap et encore c'est peut-être le cap de trop, quoi». À chaque fois c'est la prochaine échéance qui sera l'échéance fatidique Mais qui c'est nous ça, fera changer de. se dire à un moment donné, il va changer d'avis, il va s'user, et il va laisser tomber, quoi. Non, parce que pour moi et pour les personnes qui vivent à côté, effectivement, on vit les choses ensemble. Donc, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as choisi de devenir quelqu'un de différent. Tu subis cette chose-là aussi. Donc, eh ben, on vit ça ensemble. Il n'y a pas de volonté délibérée de mettre le couple, on va dire, à mal par choix.
Ah non. Le couple est mis à mal par contrainte de santé et voilà, de la même manière, si ça devait m'arriver, eh ben, j'aimerais que tu puisses me rassurer ou rester, avec moi en disant: «Bon, t'inquiète pas, on est ensemble et on traverse ça ensemble». Donc ça ne remet pas en cause les fondements sur lesquels on s'est construit. Non, mais dans ce sens-là, pour moi, c'est évident, tu vois? Je veux dire, bah, n'importe quoi, si tu as quoi que ce soit, la question se pose pas, mais c'est Typique voilà, de la blessure de rejet, c'est pour c'est-à-dire ça que que je dis, tu es un soldat do fidèle. ça Mais par précisément. bonne nouvelle, je peux supposer la même chose, c'est-à-dire que moi aussi, je suis un soldat fidèle et que je pourrais douter, voilà, de ta cap non, je doute pas parce qu'on s'est suffisamment parlé, on se connaît suffisamment, on a traversé suffisamment de choses, quand bien même il y a jamais d'acquis. Mais voilà et c'est vrai que finalement, nous, de notre côté d'aidant, c'est pas toujours évident aussi parce qu'il y a une forme de rejet, physique. Pour le coup, quand je dis rejet physique, c'est un terme fort, mais la maladie éloigne forcément, on va Enfin, une dire mise à physiquement. Il distance. y a une mise à distance Ouais. physique, du fait de la douleur, de l'indisponibilité ou du manque d'énergie comme tu disais, la Oui. fatigue, toutes ces choses-là, ça crée une distance. Ça crée des moments où on se voit pas, où on vit les choses en quinconce. Peut-être qu'au moment où moi je vais être disponible, toi tu le seras pas parce que tu seras dans le dur physiquement et puis après ça sera inversement, le moment où toi tu seras disponible, moi je vais Mmh. plus être là. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une forme de on parlait au départ de l'épisode de ce rejet inconscient involontaire. Quelque part, il crée une distance et donc cette Ouais. distance-là peut être vécue comme un rejet. Et puis il y a des moments où on ne sait plus, comment faire et il peut y avoir vraiment cette distance qui se crée des 2 côtés. De ton côté, bah, par la forme physique qui fait que tu es moins disponible. Ouais, moi de mon côté, par peur d'être maladroit ou de pas savoir comment faire et du coup, plus ça va, plus, eh ben, on s'éloigne, plus on est distant et puis plus, ben, on alimente cette blessure de rejet et comme les blessures de rejet sont en plus souvent des communicants assez médiocres et ben, voilà, on s'enferme dans ce rejet mutuel. Tu fais bien de préciser que la blessure de rejet conditionne à être de piètres communicants et on a tendance à fuir le dialogue, les moments de tension. Donc effectivement, on va plus facilement se faire des films et se raconter des histoires et s'embourber dedans que d'aller demander en général, une précision, une clarification, au partenaire. C'est comme si tu avais cette pression d'avoir les mots justes, dans le timing juste, de la manière adéquate et ça, ça met une pression folle parce que tu te dis que si tu prononces un mot, une manière, heu, un peu de travers, ça va être mal interprété. À la fois parce que tu peux avoir une disponibilité, physique et émotionnelle très limitée à cet instant-là, parce que si tu as passé, 2 jours à souffrir et ben, la première parole que tu as envie d'entendre, c'est pas forcément, une blague ou un truc un peu léger ou lourd ou voilà. Donc en fait, c'est arriver à trouver ce curseur de dire: «Bon, beh, quelle est la juste présence que je peux avoir à ce moment-là, de par ce que j'imagine, de par ce que je ressens. Mmh. Ça a été assez compliqué. On a essuyé quelques plâtres, ça n'a pas toujours été évident, mais le fait de ne pas avoir lâché, ça me permet aujourd'hui de savoir mieux le faire. Peut-être encore avec, des maladresses, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que ça met vraiment une pression folle. Quand tu veux faire bien, et que du coup, chaque mot que tu prononces, tu sens qu'il faut que ce soit juste, parce que ce que toi tu es en mesure de prendre à ce moment-là, ça reste limité. C'est vrai que la douleur, c'est un amplificateur, de tout d'ailleurs, c'est colossal. La blessure, est sans doute déjà bien présente, mais quand la douleur revient là-dessus ou quand il y a eu plusieurs jours de souffrance, d'incompréhension, parce qu'il y a certains niveaux de douleur où ça te mâche littéralement, où tu perds vraiment le sens des choses, où toi-même tu as l'impression d'être en plein cauchemar. Donc effectivement, ouais, tu as un humour qui est tout relatif, mais moi je trouve que ça s'est, équilibré là-dessus. C'est-à-dire que quelque part, tu acceptes aussi mieux le fait de me laisser quand j'ai mal, de d'accepter de vivre autre chose, de toi respirer, de faire autre chose de plus positif pour toi à ce moment-là. Ben, c'est vrai que justement, on en revient à cette compréhension de soi et de son fonctionnement. C'est vraiment important d'aller sur la compréhension de ces blessures-là. Et c'est vrai que le fait d'accepter que finalement,
je ne puisse pas être parfait, on va dire, à cet instant-là, Mmh. ou que finalement, peu importe ce que je vais faire, Ouais, c'est juste que plus tu puisses rien faire, au fond. et que le fait de rien faire, c'est peut-être ce qui est nécessaire à ce moment-là. Exactement. Sans me priver de tout, sans être dans l'oubli de ma juste présence. Mais effectivement, c'est la compréhension et de soi et de son partenaire et des besoins de chacun, voilà. Oui, c'est ça. Et puis en reprécisant que ce n'est pas parce que là, dans la temporalité, tu n'es pas utile parce que tu n'as pas la main tout simplement, hein, sur ce qui est en train de se passer, sur le niveau de douleur et cetera, que tu es globalement inutile ou que ça fait de toi une mauvaise personne qui m'abandonne. J'espère. Oui, mais non, mais avant, en vrai, très souvent, c'est parti comme ça, tu Alors vois? quand tu es plus jeune et que tu as Et moins cette compréhension-là. voilà, au début, tu le vis vraiment comme ça et donc ça fait que toi, tu te condamnes à rester là quand je suis dans le dur. Tu essaies de trouver les mots, mais il y a pas de mots. La souffrance, c'est la souffrance, donc faut que ça passe et puis quand c'est comme ça, c'est vrai que moi, je suis particulièrement renfermée. Autant mettre à profit ces moments-là pour toi, faire autre chose, t'autoriser à souffler et puis avec toujours ce code-là, en sachant que si j'ai besoin de quelque chose, je viendrai vers toi, je te ferai signe, j'ai mon téléphone, je te ferai un message et puis ça va se faire. Mais c'est vrai que ça a demandé quand même, pas mal de compréhension, d'essais et c'est ce que je dis régulièrement, c'est que nous, on parle là, de maintenant, avec, 15 ans, je sais pas, de développement personnel et 23 ans de couple. Donc ça peut paraître très fluide, mais c'est le résultat d'un travail, quoi. C'est pas tombé comme ça, hein. D'un processus et effectivement, beh, il y a de nouvelles difficultés qui peuvent, ben, réactiver de temps en temps cette blessure de rejet. Donc un contexte familial, un contexte professionnel qui peuvent rebattre les cartes et qui remettent en difficulté. Donc c'est toujours important de bien se reparler, de se redire ce qui peut nous blesser, ce qui peut nous limiter Mmh. et puis, s'assurer que l'autre l'entende bien et le comprenne bien et le prenne pas pour lui. C'est-à-dire effectivement, si moi, personnellement, à un moment donné, je suis en difficulté, ça va pas être forcément à cause de toi. Même Non. souvent pas. Voilà, Il y a un autre enjeu important aussi pour la personne, malade, c'est qu'effectivement, je disais maintenant tu t'autorises plus à faire des choses quand je suis vraiment HS, mais de l'autre côté, il faut pas que la personne malade le vive comme un rejet. Si vraiment cette blessure-là n'est pas pacifiée, on aura tendance à se dire: «Bon, ben voilà, ça y est, il est parti au match et puis il me calcule pas et puis finalement c'est parce qu'il me rejette». Et c'est pas le cas, en fait, il y a pas d'opposition. Ce n'est pas parce que la personne va prendre l'air, va se ressourcer, qu'elle est contre nous et vice versa. Et c'est important de garder toujours justement cette communication et cette capacité de finalement se rassurer l'un et l'autre là-dessus. Et puis, alors c'est aussi, c'est peut-être plus délicat pour les hommes parce que encore une fois, on vous a souvent conditionné à ne pas avoir d'émotions, de tout ça, mais savoir nommer une peur, savoir dire: «Quand tu fais ça, j'ai peur que tu ne tiennes pas dans le temps. Quand tu me donnes l'impression de me tenir éloignée, j'ai peur que tu me rejettes». Verbaliser cette chose-là, mais le plus crûment possible finalement, le plus directement possible, c'est aussi permettre à l'autre de comprendre ce qu'il y a des fois derrière une colère, ce qu'il y a des fois derrière un grand silence, parce que tu serais peut-être plus du profil à ne rien dire. Mais en fait, derrière ce silence-là, il y a c'est souvent une crainte et tu penses que pour les hommes, c'est plus difficile? pas forcément, il y a plein d'hommes qui savent très bien, exprimer leurs ressentis, exprimer leurs émotions. Il y a une sorte de pression sociale ou, un petit peu, allez, ancestrale presque de l'homme tout-puissant, bien que les choses évoluent quand même, beaucoup dans ce sens-là. On attend moins de l'homme qui soit le garant de tout. Heu, Oui, mais est-ce que vous-même, vous ne vous mettez pas cette pression-là aussi? En tout cas, il peut y avoir une pression, effectivement, aussi on parlait un tout petit peu du transgénérationnel tout à l'heure. Dans les familles, il y a la place de l'homme, il y a la place de la femme, il y a tel ou tel schéma et donc c'est Ah, vrai que si tu sors de ce schéma-là, avec ta blessure de rejet, tu t'éloignes de la place à laquelle on t'attend. ouais.
Ah bah, c'est d'ailleurs pour ça que souvent les craquages et les burn-out sont très régulièrement des blessures de rejet. C'est parce que c'est ce qu'on essaye de faire en fait, de correspondre à tout le monde. Quand on est plus fatigué, on se dit, bah, même au niveau de la famille que qu'on n'est plus intégré ou quand, il y a d'autres événements qui se passent et on dit: «Ah bah tiens, tu pas là ce week-end, mais on a fait ça, on a fait ça». Se sentir en dehors, ça peut réveiller ce sentiment-là et générer une espèce de pression sur le couple. En gros, je suis déjà abandonnée de ma famille, c'est pas le moment de craquer sur le couple, quoi. Donc ça peut remettre une petite pression et c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'intéressant à apaiser. Alors, l'apaisement de ce type de blessure-là passe par le fait de voir aussi son enfant intérieur, tel qu'il est. Ça passe par le fait de verbaliser, ça passe par le fait d'être au clair et de ne pas faire de suppositions, comme on l'a évoqué quasiment à chaque podcast jusque-là. Ne pas faire de suppositions, calmer cette peur-là, c'est arriver à se sécuriser en se disant que si la personne en face nous dit qu'elle est bien et qu'elle reste, elle a son pouvoir, quoi. Enfin, on peut pas non plus, fantasmer, se rendre malade tous les jours. Donc même si on peut avoir une inquiétude de temps en temps, c'est se reposer sur cette confiance-là aussi et de s'autoriser à juste, pas s'en rajouter puisqu'a priori, il y en a déjà suffisamment. Bon, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Pour conclure, est-ce que tu penses qu'on peut guérir définitivement de cette blessure de rejet? Alors non, je ne crois pas qu'on puisse guérir de la blessure de rejet ou d'une quelconque blessure d'ailleurs. Par contre, on va pouvoir se voir, opérer. On va pouvoir la voir en nous. Je la vois moi un peu comme une application sur un téléphone. On sait qu'elle est là. On sait qu'elle va se réactiver chaque fois qu'il va y avoir un événement particulier, qui va nous faire ressentir du rejet ou de la distance. Donc le fait déjà de se désolidariser, c'est-à-dire se désidentifier. La blessure, ce n'est pas moi. La blessure fonctionne, l'application, ce n'est pas le téléphone, par exemple, c'est juste une application et donc comme elle opère, se dire, bah, qu'à partir du moment où je la vois opérer et que ce n'est pas moi, eh ben, je vais prendre les devants. Je sais qu'elle va, se réactiver. Je vais te demander, par exemple, comme je disais, récemment, quand il y a un nouveau symptôme qui arrive, j'aurais besoin dans les jours qui suivent d'être un peu, rassurée parce que je me dis chaque fois: «Bon, bah, mince, c'est le truc qui va encore, porter le coup de grâce, quoi». Donc je veux dire: «Bon, bah, là, en ce moment, je crois que j'ai besoin qu'on se parle un peu plus». Parce que je vais identifier un besoin pour contrer cette peur-là et puis effectivement, on a jusque-là énoncé pas mal de négatifs, on va dire, mais il faut pas oublier qu'il y a toujours 2 aspects en toute chose et ce côté-là, la blessure de rejet qui nous fait être perfectionnistes, ça nous permet d'être des personnes appliquées, des personnes loyales, des personnes fidèles, certes pas de très bons communicants, mais des personnes en tout cas qui donneront toujours le maximum de ce qu'elles peuvent, pour que les choses aillent dans le bon sens, pour que les choses aillent dans le sens de la cohésion du groupe et de l'harmonie. C'est aussi grâce à notre besoin d'appartenance qu'on développe ces qualités-là et du coup dans le couple et ben, ça donne aussi ces critères de fidélité, de voilà, on peut compter sur nous contre vents et marées, quoi. En résumé, il n'y a pas à chercher à guérir de cette blessure et à s'en débarrasser. Il y a à comprendre son fonctionnement, apprendre les symptômes chez nous de ce fonctionnement interne, Mmh. et puis à apprendre à prendre du recul, à mettre des stratégies en place pour rassurer cet enfant intérieur dont tu parlais, et ne pas le laisser nous mettre des choses dans la tête qui seraient C'est ça. néfastes, à la fois pour nous, à la fois pour le couple et pour tout notre environnement. Sans oublier qu'effectivement, chaque blessure, et encore une fois, il y a toujours deux aspects à une chose. Et donc, le but n'est pas de dire telle blessure est bien, telle blessure est pas bien, et ceux-là c'est mes amis et pas les autres. On est toujours un mélange de tout ça. Ouais. Et donc voilà, on sera toujours notre discours, on ne cherche pas à cliver ou à faire de stéréotypes. Voilà, on utilise des grilles de lecture différentes qui nous permettent d'affiner notre compréhension de qui l'on est, d'affiner la compréhension des personnes avec qui l'on vit, de façon à ce qu'on vive de manière la plus harmonieuse possible.
Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la blessure de rejet pour aujourd'hui. La maladie vient bousculer l'équilibre du couple, ça c'est une évidence. Comme on disait, il y a 2 aspects en toute chose, donc elle vient aussi, obliger à aimer autrement, peut-être plus consciemment et parfois derrière cette peur d'être rejeté eh bien, il y a juste un besoin d'être aimé et d'être rassuré. Alors on vous remercie pour ce moment passé ensemble. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Plus fort à deux. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!